Merci d'être venu sur cette conférence. Alors je le dis tout de suite parce que j'ai déjà eu 3 fois la question ce matin, parce qu'on me décrit souvent comme un clown agile. Cette conférence, elle n'est pas drôle. Des gens sont venus me voir en disant est-ce qu'on va se marrer? Non, non, pas du tout. Pourquoi? Je vais l'expliquer un petit peu après. Déjà, merci à vous d'être venus. Merci aux orgas, sans qui l'événement n'aurait pas lieu. Et puis, merci aux sponsors. Ceux qui ne me connaissent pas, je mets ici ma personal map. Je ne vais pas la décrire en 50 trucs. Juste, la petite notoriété que je peux avoir, c'est grâce à mon blog. Souvent, les gens ils connaissent plus ce logo ou autre. Je m'appelle Robin Berrosudreau. Et puis, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, je prends un petit coup de vieux, quand je me suis lancé dans l'agilité, j'ai monté le blog coachagile.com. Et puis je vais en parler parce que justement, je parlais beaucoup de coaching, je parlais beaucoup d'agilité, enfin j'essayais d'en parler. Et puis maintenant, j'essaie d'automatiser ce métier-là. On va voir pourquoi. Juste une chose, je suis très fatigué, j'espère que vous ne le verrez pas trop, parce que je me suis mis en famille, je viens d'avoir une petite fille enfin, qui a 7 mois maintenant, mais qui ne dort toujours pas. Et puis en plus, elle a fait un vaccin hier, je viens de Bordeaux, elle n'a pas dormi de la nuit, je n'ai pas dormi non plus. Bref, très compliqué aujourd'hui. Avant de commencer la conf, j'aimerais bien que vous preniez un tout petit temps introspectif pour peut-être noter sur un post-it ou peut-être juste vous noter mentalement une réponse à cette question. C'est qu'est-ce que vous aimeriez automatiser dans votre métier d'agiliste, que ça soit, est-ce que l'agilité c'est... Enfin, que ce soit le métier de coach agile, de Scrum Master, de Product Owner, de DevOps, je ne sais pas, à vous de voir. J'aimerais bien que je vous laisse 30 secondes pour que vous notiez quelque chose dans votre tête, sur votre smartphone ou sur un post-it. 30 secondes, ça va être long, je vais laisser moins. Ok. Petit disclaimer, alors comme je le disais, généralement je suis plus bout en train, là je vais être un petit peu sur un ton sérieux. Et en plus, au-delà de ça, je vais volontairement être très caricatural et extrêmement vaniteux pour en fait faire un raccourci justement de ce qui m'a amené à cette conf. Du coup, je vous préviens d'avance, m'en voulez pas trop pour le ton hautain que je peux avoir, que je vais avoir au début. Et je vais en profiter d'ailleurs pour clarifier mon intention. Mon but, ce n'est pas d'automatiser, de tuer le métier de coach agile. Hein. Ce n'est pas du tout ça, je vais l'expliquer. Mais pour vous expliquer pourquoi j'ai fait cette conf-là, je suis obligé de vous expliquer un tout petit peu le raisonnement qu'il y avait quand j'ai lancé coachagile.com et puis comment je suis arrivé à cette conf-là. Quand j'ai lancé coachagile.com, c'était maintenant il y a plus de 10 ans, en fait il y avait des personnes qui faisaient ce que j'appelle, ils créaient de la rareté artificielle. Par exemple, tout le monde connaît le speedboat. Okay. Il y a 10 ans, ce n'était pas tout à fait le cas. Et il y avait des consultants qui se faisaient payer très très cher pour venir animer juste un speedboat sur 2 heures. Quoi. Et en fait, il y avait peut-être un effet waouh en séance, mais le retour qu'on avait en tant que client, souvent c'était bah ouais, il est venu animer le truc, c'est bien. Il y a des outputs, des outcomes, c'est bien, etc. Mais se faire payer, je sais pas, 2000 € la demi-journée pour venir bouger 3 post-it, je donne vraiment des retours que j'avais entendus à l'époque, ça ne vaut pas forcément le coup. Moi, ça me dérangeait parce que j'étais ultra passionné, je me lançais dans le métier, j'étais vraiment passionné, et puis j'avais l'impression que ça cassait un petit peu justement déjà l'image de ce métier de coach agile que je chérissais du coup à l'époque, passionnément. Et donc je m'étais dit, je vais essayer de diffuser le plus massivement possible ces techniques d'animation d'atelier pour essayer de couper un petit peu l'herbe sous le pied à ce business facile pour forcer ces personnes à se réinventer. Bon, le côté vaniteux est presque terminé, je vous ai prévenu. Et puis finalement, ça avait un petit peu bien marché. Et là, sur le côté automatisons le coach agile, c'est un petit peu la même chose. Alors tout à l'heure, j'en parlais à certains dans la salle, c'est une bonne chose, je pense que le métier, parce qu'il y a beaucoup de chemins pour y parvenir au métier de coach agile, et pour plein de raisons, on est de plus en plus nombreux à le faire. Depuis 10 ans, on dit en conf que l'agilité est morte, mais finalement, il y a de plus en plus de coachs agiles. Et le truc de ça, c'est que finalement, j'ai l'impression, c'est mon ressenti, que l'impact qu'on pouvait avoir sur des missions, sur des équipes, sur des personnes, s'amoindrit parce que peut-être notre spectre d'action qu'on nous confie quand on est soit en interne, soit quand on est en prestation chez un client, bah finalement, le spectre d'action, c'est un petit peu réduit, dû au fait qu'on soit de plus en plus nombreux.
Et du coup, là, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est dire, bah, il y a sans doute plein de choses qu'on peut automatiser dans le métier de coach agile. Donc, automatisons ces choses-là pour finalement essayer de bouger notre métier vers des choses qui sont peut-être plus intéressantes, là où on a plus de valeur ajoutée, là où on peut encore innover. C'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir, ce qu'on va essayer de voir maintenant. Belle ambition. Alors, je ne vous ai pas tout vous raconté, je vais vous raconter ça maintenant aussi. Je faisais part de cette sensation-là à un des co-signataires du Manifeste Agile, dont je n'ai pas le droit de citer le nom parce qu'il m'en voudrait. Mais grosso modo, lui, on avait petit peu cette discussion que je viens d'avoir avec vous. Et puis lui, il bosse pour des satellites et des gens qui veulent bientôt retourner sur la Lune. Donc il bosse pour la NASA. Et grosso modo, il disait, ouais, c'est vrai que, bah oui, l'agilité, bien sûr, moi, les équipes que j'accompagne, c'est la simplicité, puis c'est efficace, et puis on change leur manière de travailler, et puis ça se passe mieux, etc. Mais maintenant, je vous raconterai vite fait la NASA, c'est quand on envoie un vaisseau, vous savez, c'est plus les astronautes qui pilotent les vaisseaux, maintenant c'est tous des ordinateurs qui le font. Puis s'il y a un système embarqué qui bug à je ne sais pas combien de millions de kilomètres de la Terre, il n'y a pas un développeur qui va aller réparer le système embarqué sur le vaisseau qui va vers la Lune. Et du coup, il y a des trucs ultra avancés où il y a du code qui, quand il tombe en erreur, est capable de détecter qu'il tombe en erreur et puis il s'auto-corrige lui-même, etc. Bref, c'est des trucs super avancés. Et lui disait, c'est vrai que maintenant, il y a un décalage, j'ai l'impression d'être archaïque, parce qu'il y a un vrai décalage entre moi qui vais voir des développeurs qui bossent à base d'intelligence artificielle, de machine learning, etc. Et moi, j'arrive, encore une fois, je ne suis pas dénigrant, mais je le fais volontairement. J'arrive avec 3 post-it et puis 2 crayons et je leur dis, je vais vous aider à mieux bosser. Et donc, ce co-signataire du Manifeste Agile, il m'a dit, ouais, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'essayer d'automatiser un petit peu des trucs et puis d'essayer de moderniser un petit peu le métier. L'autre chose, c'est aussi que c'est le sens du monde finalement. Alors on peut penser à des métiers simples, par exemple, enfin simples, je suis personne pour dire ça, mais on voit qu'il y a des caissiers, le métier de caissier pourrait être automatisé, mais il y a des métiers de plus en plus complexes, le mot complexe est choisi, enfin bref, de manière volontaire, qui s'automatisent. Par exemple, il y a quelques jours, je lisais qu'il y avait une intelligence artificielle qui pouvait remplacer un dermatologue pour détecter les cancers de la peau. Grosso modo, on envoie une photo et puis l'intelligence artificielle regarde, moi je n'ai pas une très bonne peau, donc je suis sensible à ça. Et l'intelligence artificielle détecte avec une très grande précision s'il y a un cancer qui est en train de se développer, etc. De manière plus précise que les dermatos qui ont été formés 11 ans, il me semble. Donc bref, c'est juste pour dire le métier d'avocat, vous pouvez le trouver, et même le métier de psy est en train de s'automatiser. Il y a des applications que vous pouvez trouver sur vos téléphones portables qui disent que si votre psy manque une séance, l'application est capable de prendre le relais pendant 1 ou 2 séances là-dessus. Donc je me dis, ok, si le métier de psy est en train de s'automatiser, on va voir que le métier de coach agile, c'est pas forcément le métier de coach pro, pas que, mais ou d'ailleurs pas du tout, on va en parler. Mais en tout cas, voilà, même si ça s'automatise, qu'est-ce qu'on peut automatiser dans notre métier? Alors la première chose que j'aimerais bien dire, c'est que automatiser, pour moi, ça ne veut pas forcément dire machiniser. Automatiser, pour moi, c'est prendre conscience qu'on a tous développé des automatismes et quand on en a pris conscience, on peut les coder dans divers dispositifs. Des dispositifs, ça peut être des jeux, on en montrera, ça peut être, bref, je laisse libre cours à votre imagination, je ne veux pas biaiser ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc automatiser ne veut pas dire machiniser. Attendez, j'avais une chose que je voulais dire mais qui m'échappe, pardon, c'est la fatigue. Ça reviendra sans doute un petit peu après. Et voilà, moi j'étais le... Ah si, c'était l'histoire de contexte. J'étais le premier à dire ça quand je cherchais le titre le plus taquin possible pour cette conférence. Et d'ailleurs, j'aurais voulu, certains d'entre vous m'ont dit qu'il fallait que je pose la question, alors je vais le faire. C'est qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici? Est-ce que ça vous a... Allez, je vais le dire. Est-ce que ça vous a emmerdé de voir cette conférence, de voir ce titre de conférence-là? Pourquoi est-ce que vous êtes venu? Est-ce que vous êtes dit merde, ce métier va disparaître, etc. Et moi, je me décrivais souvent comme ça. Très souvent, quand on dit on va automatiser ton métier, je pense que l'avocat, le dermato dont je parlais, se disait mais non, mais c'est impossible, je suis un humain talentueux. Et en fait, je ne répète pas des automatismes de manière inconsciente que j'ai appris. Mais en fait, si, on est tous bourrés d'automatismes. Vous savez, très souvent, la phrase des agilistes, c'est on pose une question, un client pose une question, et puis souvent, on ne peut pas apporter une réponse, on dit ça dépend du contexte, il faut que j'observe le contexte.
On reviendra là-dessus, mais en fait, un contexte, on pourrait presque dire que c'est une somme finie ou infinie de variables. Je sais pas, moi, nombre de personnes dans l'équipe, maturité de l'équipe, les outils qu'ils utilisent, etc. Et en fait, quand on observe ces variables, c'est ça qui définit le contexte. Mais si on observe des variables et qu'elles sont mesurables, bah, c'est automatisable. Bref, donc enfin, c'était pour dire, je pense que, encore une fois, automatiser, c'est pas machiniser. Par contre, c'est dire qu'il faut qu'on prenne conscience qu'on a tous développé des automatismes. Je suis le premier à avoir, quel que soit le contexte, fait 2 fois les mêmes choses. Et donc, si on fait 2 fois les mêmes choses, bah, j'ai plus de valeur ajoutée parce que, bref, je peux l'automatiser. Et du coup, passer du temps et d'énergie à faire des choses qui seraient peut-être plus intéressantes. Autre chose, en fait, je vous l'avais vu, hein, mais c'est Rémi ici présent qui a eu la gentillesse d'illustrer cette conférence. J'y pense là parce qu'il m'a dit qu'il avait passé des jours et des jours à dessiner Iron Man. C'est aussi l'automatisation, c'est un procédé qui se fait étape par étape. C'est pas demain qu'on va automatiser le métier de coach agile et que je vais donner un bot ou une application à un client en disant bah voilà, vous n'avez plus besoin d'embaucher des coachs agiles. Étape par étape, c'est la part de l'humain se réduit et la part des dispositifs ou des machines s'agrandit. C'est pour ça là je mettais Iron Man. Bah, Iron Man il a une armure mais c'est encore un humain à l'intérieur. Et puis au fur et à mesure, ça serait pourquoi pas Robocop au milieu. Il y a encore le visage humain, le cerveau humain et puis toute une machine autour. J'aurais pu dire Dark Vador. Et puis à la fin, Terminator. Bon, à la fin, on arrive à un truc automatisé. Mais quel est l'intérêt de faire ça? Attendez, je passe. Allez, pardon. On en parlera, mais il y a peut-être une dégradation de ce qu'apporte un coach agile quand on automatise des choses, une dégradation temporaire, mais il y a beaucoup de gains. Et on va en parler un petit peu après. Est-ce qu'il y a des coachs agiles dans la salle ou des agilistes? Ça va, à l'Agile Tour, je ne me trompe pas trop. Est-ce que ça vous dérange ce titre de conf ou pas? Ça va? Vous êtes à peu près en phase avec ce que je raconte pour l'instant? C'est cool. Et du coup, on va pouvoir automatiser des trucs. Alors, il y a plein de modèles qui décrivent le modèle de coach agile. Bah là, je vous regarde, vous êtes plein dans la salle, plein de blogueurs en plus, je ne vais pas vous montrer du doigt, etc. Mais il y a chacun, souvent, alors heureusement ça concorde, ça converge, ça s'enrichit, ça se complète. On donne des définitions du métier de coach agile. Cette roue-là, elle a plein de défauts. Donc c'est la roue du coaching agile qui est sur un site américain dont j'ai oublié, enfin j'ai la source en fin de slide, dans les slides à la fin. Elle n'est pas de moi. Hein. Mais j'aimais bien ça, alors c'est ce qu'on retrouve en général. Elle est très complète, peut-être trop complète, parce qu'on a l'impression que si on ne coche pas toutes les cases, on n'est pas coach agile, ce qui n'est pas vrai. Et puis à l'inverse, on peut faire des trucs à côté et être coach agile quand même, d'où le problème peut-être de notre métier, j'en sais rien. Mais j'aime bien parce que justement ça peut montrer les segments qu'on peut automatiser. Bah, vous la connaissez, il y a le côté coaching, facilitateur, animateur, la posture haute, je donne du conseil, au service de l'équipe, au service du product owner, etc. Et en fait, je me suis posé la question, je me suis mis devant cette roue, encore une fois j'aime bien parce qu'elle a un petit côté exhaustif, et je me suis dit, est-ce que tout est automatisable? Comme je vous ai dit, j'ai réfléchi vraiment, et puis en fait je suis arrivé à la conclusion que oui. Alors là, je ne vais pas passer toute la conf à faire toutes les cases et à vous expliquer comment, mais je vais vous donner 2-3 trucs que moi j'entends par automatisation. Par exemple, le côté facilitation. Et je vais donner un truc concret avant. En 2010, il y avait des référentiels d'ateliers. Quand je dis référentiels d'ateliers, là encore une fois, je parle juste de cette petite partie-là. Des référentiels d'ateliers, c'est qu'il y avait des blogs, alors je pense par exemple au blog de Claude Aubry, de Jean-Claude Grosjean, de Pablo Pernaut, qui donnaient finalement, voilà, pour animer cet atelier, cette rétrospective, tentez-la, elle est bien, et puis décrivez le déroulé de la rétrospective. Et il n'y avait quasiment que ça à l'époque. Quelques années après, il y a eu l'émergence de ce que moi j'appelle les données structurées. Les données structurées, c'est, vous savez, vous pouvez essayer de catégoriser, enfin vous avez un beau fichier Excel, il faut imaginer ça, une espèce de grosse matrice, sur lequel, bah oui, on a le déroulé d'atelier, mais on a aussi des variables comme le nombre de participants, quelle est l'humeur de l'équipe, est-ce que vous pouvez faire cet atelier-là avec des gens qui sont réfractaires au jeu ou non, enfin bref, plein de données. Des fois, on en a une cinquantaine, des variables qui peuvent se greffer, voire plus, qui peuvent se greffer sur des ateliers, des jeux, des serious games. Et puis, ça permettait justement d'essayer de choisir le bon atelier à enclencher ou pas. Un bon exemple de ça, sur le site de Maxence Walbrou, l'oculus.com, vous connaissez, j'espère.
il a sorti récemment ce qu'il appelle la malle à pépites, je crois, bref, où justement il y a un espèce de moteur de recherche intelligent, et puis vous marquez votre intention dans le moteur de recherche, donc vous marquez une phrase en français, et ça vous ressort des ateliers que vous pouvez animer. Et ce moteur de recherche intelligent, il existe parce qu'il y a des données structurées qui ont émergé, encore une fois, nombre de participants, durée de l'atelier, enfin bref, je ne vais pas toutes les citer. Et tout récemment, alors il y a quelqu'un qui s'appelle Alexandre Quash, que vous suivez peut-être sur les réseaux aussi, qui a lancé la mouvance Open Serious Game. Et c'est un truc qui marche plutôt pas mal. Et il a, lui, fait des générateurs d'ateliers, et franchement, ça marche plutôt pas mal. Je ne me souviens plus du nom. Workshop Design Card, je crois que ça s'appelle. Vous le verrez, c'est un outil, encore une fois c'est un outil, hein. Alors là c'est des cartes, mais des cartes, c'est juste qu'il n'a pas eu le temps de faire une application qui affiche les cartes elles-mêmes. Et vous verrez que vous-même vous allez utiliser ça, comme je vous ai dit, ces cartes, et ça va vous générer un atelier qui a un objectif précis qu'il faut dire en début d'atelier, etc. Workshop Design Card, je vous recommande de le tester, c'est un truc vraiment vraiment fort. Et donc voilà, j'allais dire, mine de rien, on le voit un petit peu là, on passe des données aux données structurées, aux générateurs d'ateliers. Le métier de la facilitation s'automatise de plus en plus. Ça, c'est ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure sur le côté facilitation. Souvent, par exemple, on dit, j'ai des personnes réfractaires à ça, et ils me disent mais non, mais c'est pas automatisable, moi je suis un super animateur, j'arrive à voir l'humeur de l'équipe parce que je ne vais pas faire tel icebreaker s'il y a des gens qui sont réfractaires à ça. Attention, je pense que toutes les variables qui sont là, et on aurait pu en lister plein, tout ce qui crée un contexte est observable et mesurable. Alors si je veux être tatillon, je sais pas attendez, je regarde juste le timing que j'ai pour ne pas déborder parce que je peux parler longtemps. Vous savez, on parle du domaine, si je parle de Cunevin, je ne suis pas le plus grand spécialiste qui est assis là, qui le connaît, mais on parle du simple, compliqué, complexe. On pourrait dire que cette somme de variables dans le monde du complexe, finalement, c'est un nombre de variables infini. Mais maintenant, trouvez-moi un facilitateur qui observe un nombre infini de variables en session pour ajuster au mieux sa facilitation d'atelier. Je pense que ça n'existe pas. Donc j'allais dire, tous aussi talentueux sommes-nous. Quand on facilite un bel atelier, par exemple, on va observer, allez, je sais pas, 3, 4, 10, 15 variables, des fois de manière inconsciente, hein, justement. Et c'est pour ça, si c'est inconscient, on peut l'automatiser. Je vais marquer humeur de l'équipe, pratique, localisation, outils, taille de la salle, j'en sais rien. Et en fonction de ce qu'on a dans les mains, on va animer quelque chose. Encore une fois, pourquoi est-ce que j'insiste sur ça? C'est parce que qui dit variable, observable, mesurable, dit on peut automatiser. Une autre, j'ai pas remis la roue, mais le métier de consultant, enfin le métier, la part consultant du coaching agile, alors attention, ce n'est pas tout le métier de consultant qui est automatisé, hein, mais vous savez qu'on est en posture haute pour proposer des expérimentations. Ça, c'est un jeu c'est celui-là, que moi j'avais pu proposer, qui me servait beaucoup en fait, justement, dans les missions que j'effectuais. Grosso modo, vous savez, je faisais ce qu'on appelle des fois un diagnostic, qui est différent d'un audit. Mais on va observer les équipes sur le terrain en fonction des résultats qu'elles veulent atteindre, quels sont les points de douleur qu'elles ont, etc. Et je passais beaucoup de temps en interview avec observation des équipes, mais je passais aussi beaucoup de temps à faire des interviews avec les personnes. J'allais interviewer, alors je vais rester caricatural, mais les différents rôles qu'il y avait, le Scrum Master, les développeurs, le PO, et puis on discutait beaucoup. Ça me prenait énormément de temps. C'était peut-être plus efficace que ce que je vais décrire là, mais ce truc-là, ça dure une demi-heure et c'est marrant. Ce jeu-là, alors encore une fois, comme tous les jeux, il ne faut pas l'activer tout le temps, hein, il faut que vous ayez l'intelligence et la subtilité de le faire. Il s'appelle Agile Smells Bad. Grosso modo, le pitch, c'était l'agilité, ça pue, mais en fait, ce n'est pas l'agilité qui pue, c'est ce que vous en faites qui pue, ou qui peut puer. On avait certains, alors ce n'est pas forcément des anti-patterns, on pourrait dire ça aussi, est-ce que ça c'est un anti-pattern? Fondamentalement non, hein. Rien dans le Scrum Guide dit qu'il faut faire son daily debout, mais bref. On a des anti-patterns, le daily est un compte rendu au chef, le product owner dit ce qu'ils doivent faire lors du stand-up, etc., etc. D'ailleurs, je devrais marquer lors du daily. C'était fait exprès que j'avais fait ça. On en a plein, maintenant il y en a 150 quasiment, des phrases comme ça qui font réfléchir. Puis le but, c'était que les équipes, elles les catégorisent. Oui, on fait cette mauvaise pratique, ou en tout cas on peut en discuter. Est-ce que c'est une mauvaise pratique ou pas? Est-ce qu'on le fait en pleine conscience et du coup, est-ce que c'est grave ou pas? Et puis non, on ne fait pas cette mauvaise pratique, donc c'est pas fondamentalement grave. Et en face,
en 2021, mais je ne l'ai pas encore publié sur mon blog, il y a un jeu qui, lui, s'appelle Agile Smells Good. Attention, ça ne propose pas des solutions. Ce slide peut donner l'illusion de donner des solutions. Ça propose ce qu'on appelle finalement des patterns organisationnels. Vous savez, Scrum, pour moi, c'est un ensemble de patterns. Je le dis pour moi parce que j'ai des discussions intéressantes, très profondes, avec des gens qui ne sont pas fondamentalement d'accord avec ça. En tout cas, ça propose des expérimentations à mener en face des points de douleur qu'on peut avoir. Et puis on mène l'expérimentation, et puis si ça sert l'équipe, on peut garder l'expérimentation, et puis si ça ne sert pas, ça ne marche pas. Pourquoi je disais ça? C'était juste que le métier de consultant, donc avant je faisais les audits, les diagnostics, etc. Maintenant je donne un jeu de cartes avec 200 cartes à des personnes, je dis vous me faites un tas de oui, un tas de non, et puis après j'ai un autre jeu de cartes où j'ai à peu près une centaine de patterns, d'idées à activer, à expérimenter. Et puis, une fois qu'ils ont toutes leurs cartes de douleur comme ça, généralement on essaie de les catégoriser, mais c'est eux qui le font, c'est même plus moi en tant que coach, hein, c'est les équipiers qui font ça eux-mêmes de leur côté. Ce truc-là est scalable, hein, je peux le faire à 400 personnes, il suffit que j'ai 40 jeux de cartes. Bref. Et puis après, je leur dis, voilà, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait corriger les douleurs que vous rencontrez au quotidien? Et puis c'est eux qui piochent les expérimentations qu'ils aimeraient mener. Là, le break eye contact, c'est le Scrum Master, en fait, ne va volontairement plus au daily, parce que, d'ailleurs, le Scrum Guide, encore une fois, ne le dit pas. Enfin, grosso modo, le daily, c'est par les devs pour les devs. Et des fois, quand le Scrum Master est là, on peut retomber sur certains anti-patterns, compte rendu au chef et autres. Et donc, quand le Scrum Master n'y va volontairement pas, ça peut faire que le daily est plus efficace. Bref, et donc, là, c'est un autre exemple, c'est la motivation intrinsèque. Laissez-moi rire, je veux juste un bonus. Si vous ne savez pas tout à fait ce qu'est la motivation intrinsèque, on peut en parler. Mais grosso modo, voilà, ça propose on fait un atelier Moving Motivators, on fait un entretien en 360 degrés. Vous savez, l'entretien de 360 degrés, c'est pas que mon manager qui évalue quelqu'un d'équipe, c'est son équipe, une auto-évaluation et le manager. Et du coup, ça peut peut-être jouer en face de la motivation, etc. Pourquoi est-ce que je montre ces jeux-là? C'est juste pour dire, avant c'était des choses que j'avais dans ma tête, alors moi, ou pas dans la tête, hein, mais que je savais aller chercher. Et maintenant, c'est un dispositif, un atelier, un jeu, on appelle ça comme on veut. Encore une fois, je donne 2 jeux de cartes à une équipe, et puis c'est eux qui se coachent eux-mêmes ou qui proposent des expérimentations eux-mêmes. Moi, j'interviens plus. Alors, c'est pas encore une machine, quoique ça, on peut le mettre dans un site web ou autre, dans une appli, et ça peut marcher. Donc c'est juste pour dire, le métier de consultant agile, vous savez, prendre une posture haute et puis proposer des expérimentations en face de points de douleur. Cette case-là, attendez, je ne sais pas si je l'ai remis après, voilà. Cette case-là, pour moi, alors là j'ai proposé une idée, mais on peut complètement la cocher et dire qu'elle est complètement automatisable. Je ne vais pas faire, vu le temps, je regarde juste. Ça va. C'est large. Je ne vais pas le faire pour toutes les cases, parce que l'idée c'est que, je blablate encore un peu, mais que vous le fassiez vous. Je n'ai pas forcément tout le matériel, mais bon, bref, je vais vous dire comment. Mais je suis convaincu, encore une fois, qu'on peut tout cocher. Et même la chose la plus difficile pour moi, c'est vous savez, la part de coaching pro qu'il peut y avoir dans le coaching agile. Je me suis dit pendant longtemps que c'était pas automatisable, jusqu'à ce que je tombe sur cet article même les psys sont automatisables. Alors attention, coach pro, c'est pas forcément psy. Mais je me suis dit, ok, du coup, il y a sans doute un truc à creuser. Pour tout vous dire, j'ai pris ces consultants et facilitations un peu par facilité, parce que ça se présente relativement vite, mais j'ai fait le travail de cocher toutes ces cases de cette roue, et je crois y être arrivé en entier. Mais je vais bientôt vous donner la main. Je vais juste parler encore sur 2-3 slides, et puis après, je vous le ferai travailler un petit peu. Il y a plusieurs choses là-dessus. Il y a des limites techniques. Alors tout à l'heure, je parlais du simple, compliqué, complexe. Très souvent, on m'a opposé l'argument du « on ne peut pas automatiser des choses dans un monde complexe ». Ça vous parle quand je vous parle du monde complexe? Ok. Olivier, tu me reprendras, mais j'allais dire monde complexe sans… allez, je vais le simplifier en disant sans causalité. 2 fois le même effet, pas forcément 2 fois le même résultat sur un système. Je suis presque bon? Je suis presque bon. Ça va. Et en fait, j'aimerais répondre à ceux qui… ma réponse, toute faite, je suis très punchline. Hein, quand je suis fatigué, je donne des punchlines comme ça. C'est du coup, jette ton téléphone portable ou jette ton ordinateur. Le téléphone portable que vous avez, c'est un bel exemple d'automatisation dans un monde complexe. On est dans un monde complexe, tout le monde le dit, le monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et on a un téléphone portable qui nous aide à naviguer dans ce monde-là.
Euh, il y a aussi... Attendez, je vais l'afficher parce que je l'ai casé juste avant la conf. Jette ton téléphone portable. Et il y a aussi des limites, des limites éthiques. Et ça, je vous laisse libre de votre propre jugement, bien sûr. Je n'ai pas de réponse à ça. C'est finalement, si on parle à des machines, si on utilise des jeux, si en tout cas on ne parle plus à une personne en tant que telle, parce qu'on a, je sais pas moi, une panoplie d'ateliers à disposition qui nous sont poussés de manière intelligente par un algorithme ou autre, est-ce que c'est vraiment éthique? Là-dessus, j'allais dire, ouais, il ne faut pas forcément écouter la machine. Hein. Si vous avez votre GPS qui se gourre et qui vous dit de prendre à droite et que vous êtes sûr que c'est à gauche, vous n'êtes pas obligé d'écouter la machine. Mais c'est vrai qu'il y a cette question d'éthique qui se pose sur est-ce qu'il faut vraiment tout automatiser? Est-ce que c'est une bonne chose? J'ai vu un article, le métier d'avocat est en train d'être automatisé aussi, parce que, grosso modo, la loi est bien définie et qu'en face d'un problème, des robots sont capables d'aller chercher tous les articles de loi qui vont étayer l'argumentaire de l'avocat. Et donc le métier de l'avocat est en train de s'automatiser. Mais est-ce que c'est une bonne chose? C'est bien d'avoir des bonnes plaidoiries, c'est bien d'avoir, bref, des fois de ne pas écouter la loi. J'allais juste, avant de basculer là-dessus, attendez, je me perds dans mes idées. Non, ça va. Je voulais juste basculer là. Donc, je vous laisse sur cette question-là. Mais néanmoins, avant de vous laisser complètement, en début de session, je vous avais demandé de noter dans un coin de votre tête quelque chose que vous aimeriez automatiser, ou sur un post-it, ou sur une feuille, ou un support quel qu'il soit, quelque chose que vous aimeriez automatiser. Et j'aimerais bien qu'on prenne 5 minutes à peu près pour se prêter à ce jeu-là. C'est-à-dire se mettre en binôme si c'est possible. Encore une fois, je vous laisse vous auto-organiser. Est-ce que l'auto-organisation est automatique? Non. Bref. Essayez d'échanger votre post-it ou votre idée à votre voisin si c'est quelque chose que vous avez mentalement. Donnez-lui votre idée. Et j'aimerais bien que vous preniez, je vais lancer un timer de 4-5 minutes. Et dans 4-5 minutes, que vous puissiez, dans 3 minutes, que vous puissiez échanger vos idées en disant, bah voilà, ton idée que tu aimerais bien automatiser, voilà moi ce que je te propose. Ça vous va de prendre ce petit temps introspectif? Prenons-le. Désolé, il n'y a pas de table, je n'ai pas distribué de post-it. Mais je vous laisse 3 minutes d'exercice, si ça vous va. Et après, on continue. Merci beaucoup. Avant de passer sur la suite, j'aimerais bien vous donner un peu la parole. Je ne sais pas si je peux faire tourner le micro, du coup. Sinon, je répète. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui veulent partager leurs réflexions, ce qu'ils auraient aimé souhaiter automatiser? Levez la main, sinon je vais me sentir seul. et puis, comment tu peux l'automatiser? Je te passe le micro. Et après, juste si vous vous reconnaissez ou si vous avez les mêmes thèmes, n'hésitez pas à le dire aussi. Tiens. Moi, j'aurais aimé automatiser le choix des rétrospectives, mais pas via le nombre de participants ou l'humeur, mais plus via la finalité que j'aimerais avoir en fin d'intro. Et du coup, vous avez eu des... Et du coup, vous avez eu des propositions là-dessus? Non. Vas-y, Cyrielle. C'est pas vraiment une réponse, mais c'est plus une réaction. Parce que autant automatiser les rétros sur le choix en termes de nombre de participants, de temps, etc., c'est des choses assez factuelles. Par contre, le résultat à atteindre, moi, ce qui m'embête, c'est que du coup, en tant que facilitateur, on va mettre une intention et orienter l'équipe. Et du coup, pour moi, c'est pas le rôle du facilitateur ou de la facilitatrice que de mettre une intention. C'est à l'équipe vraiment d'amener son résultat. Ah, tu veux ouvrir un débat, on va partir sur un autre sujet. Je reprends le micro parce que sinon, c'est parti pour 3 heures. Il y a eu un autre sujet qui a émergé, que vous voulez partager? T'as dit? Non? Oui. Je savais que j'avais entendu un truc. Je cherche un outil pour automatiser avec les personnalités qu'on a dans une équipe. C'est un truc ultra intéressant. Et tu as trouvé quelque chose là-dessus ou pas? Vous en avez discuté ou pas du tout? Ouais. Justement, il y avait une chose, j'en ai pas parlé dans la limite éthique. Vous savez, c'est le fameux moment où j'ai bugué en disant il faut que je trouve quelque chose qui m'est sorti de la tête. J'ai eu une discussion assez profonde avec aucun jugement de valeur sur ce que je vais dire, avec une femme coach agile féministe
très fortement féministe. Et elle me disait, il y a un gros biais qu'on ne pourra pas automatiser. Et en fait, j'en suis pas complètement convaincu. C'est par exemple, si je reprends la facilitation, vous savez, un facilitateur peut choisir consciemment de donner la parole qu'aux femmes ou qu'aux hommes. Ou s'il trouve que le temps de parole n'a pas été assez équilibré et que c'est que les hommes qui se sont exprimés, il peut donner le temps de parole aux femmes. Et en fait, il y a plein de petits biais comme ça, variables comme ça, qui sont un peu difficiles. En tout cas, il faut réussir à justement vraiment les conscientiser et puis le proposer. J'en avais une grande liste de variables, de trucs difficiles à automatiser. Et typiquement, voilà, ça peut en faire partie. C'était dans les limites éthiques et j'avais oublié de le mentionner. Je voulais juste faire un petit débrief de cette session ou de la journée d'aujourd'hui. On vous a distribué des jeux de cartes, normalement par groupe de 5-6. C'était le défi du « Est-ce que vous pensez qu'un débrief est automatisable ?» Oui, non. Alors vous avez un jeu de cartes dans les mains. Chacun a un jeu de cartes différent. C'est une séquence de, alors suivant le jeu de cartes que vous avez, une séquence de 2, 3 ou 4 questions. Ce qu'il faut, c'est que dans le groupe, une personne au hasard lise la première question et que vous y répondiez. Ensuite, une autre personne ou la même lise la deuxième question et que vous y répondiez. Et puis ensuite, la troisième question. C'est basé sur des modèles de débriefing. Je vous laisse les découvrir aussi. Je vous laisse un temps de 5 minutes, mais vous allez voir, normalement, par groupe de 5-6, si vous suivez juste le séquencement qu'il y a dans les jeux de cartes qu'on vous a distribués, vous allez réussir à débriefer en groupe. J'espère. Sinon, l'automatisation aura échoué. Allez, je repars sur 5 minutes de débrief. Ok, la séance de débriefing automatique est terminée. On pourrait faire un time boxer automatique, ça existe déjà, ça s'appelle un chronomètre. Mais j'ai une question à vous poser qui peut faire mal dans les deux sens, quelle que soit la réponse en fait. Du coup, je ne sais pas si je pose la question. Est-ce que ce débriefing moitié automatisé vous a plu? C'était bien, c'était riche. Est-ce que c'était tellement inférieur au débriefing que vous pouvez vivre quand il y a un coach qui vous pose des questions? Franchement, ça a l'air. Du coup, un peu quand même. Mais j'ai eu des noms, j'ai eu beaucoup de noms. Du coup, là c'est sur des cartes encore une fois, mais on est d'accord qu'un robot peut me lire la séquence de questions. Hein. Donc ça, on met un robot ou pas derrière, on met des gens qui se donnent des cartes, c'est un peu pareil. Pour moi, le débriefing peut être automatisé. Je voulais juste rajouter une dernière chose sur cette session. Le seul dessin qui n'est pas de Rémi. Mais c'est effectivement, cette réflexion-là, je pense aussi qu'on dit beaucoup que l'agilité est morte, etc. Alors attention, on dit Dieu est mort et il y a toujours des croyants. Hein. Finalement, je pense qu'on en est vraiment sur le côté, la late majority. Maintenant, ça fait des années qu'on dit ça. Quand j'ai commencé ce métier, on disait déjà qu'on était dans la majorité tardive de l'adoption de l'agilité. Et ça fait des années que moi, je vais accompagner des nouveaux clients et parfois grands comptes qui n'ont jamais expérimenté ça. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même de plus en plus de monde qui, bon an, mal an, avec succès, avec bien fait, mal fait, je suis personne encore une fois pour juger, ont expérimenté les approches agiles. Et puis l'état d'esprit agile. Et puis voilà, ça se décale quand même, et donc notre métier évolue quand même. Encore une fois, l'intention de cette conf, c'est pas du tout de dire tuons le métier, c'est vraiment de dire allons là où on est nécessaire, et puis là où on peut finalement innover. Et dès que vous avez fait une chose plus de 2 fois, quel que soit le contexte, normalement c'est automatisable dans un jeu, dans un dispositif, dans ce que vous avez là. Voilà, c'était un petit peu tout. Merci et bisous. Est-ce qu'il y a des petites questions à poser? Merci. S'il n'y a pas de questions, ou sinon n'hésitez pas à venir me voir après. Ah, il y en a une là-bas. Je t'apporte le micro où tu es. Et puis après, je me tais. Hop là. Alors, c'est pas tant une question qu'une remarque en fait, que ta conférence a fait naître en moi. Je me suis dit, la notion d'automatisation que moi j'ai, c'est plutôt de se dire j'ai envie d'enlever les trucs qui m'emmerdent. Ouais. Voilà. Et en gros,
c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as pu dire, c'est que pour moi, tout n'est pas automatisable parce que j'ai pas envie de tout automatiser. Il y a des trucs que j'ai envie de garder. Ouais. Et en gros, moi je m'étais dit, en gros, le point que moi j'avais envie d'enlever, par exemple, d'automatiser, c'est les questions qu'on pose à Jira. Parce que j'aime pas Jira et ça me fait chier. Donc globalement, et je trouve que c'est pas mon boulot. Donc globalement, ça, je pourrais très bien l'automatiser et je vois même comment le faire, j'ai pas de souci là-dessus. Mais typiquement le débrief, moi j'adore faire les débriefs, on voit les gens échanger, machin, etc. Donc j'ai absolument pas envie d'automatiser ce truc-là. Ouais. Et c'est là en fait où pour moi l'automatisation elle doit servir effectivement les gens qui sont nos clients, mais aussi elle doit servir nous. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses, même si c'est automatisable des rétros, il y a des générateurs de rétros, moi j'aime bien encore aller gratter sur internet, trouver des bouts, les mettre ensemble, et me dire ah, tiens ça a marché, etc. Et en fait, à un moment donné, c'est cette énergie-là qui fait dire est-ce que, on fait ce métier de coach parce qu'on veut du contact humain. L'automatisation, bah, ça va enlever une partie de ce contact humain. Est-ce que j'ai envie? Et oui, il y a des endroits où j'ai envie, Jira, pleinement envie. Mais il y a d'autres choses, c'est la magie de notre métier, si on l'enlève, il n'y a plus d'intérêt. Pas de réponse fondamentale parce que je te rejoins pas mal là-dessus. Je ne sais pas si vous avez tout entendu, mais oui, c'était sur est-ce on peut tout automatiser, mais est-ce qu'il faut tout automatiser? J'allais dire, c'est comme rire de tout, bref. Là-dessus, comme je suis très fatigué, je suis très taquin et j'ai une punchline qui me vient, mais on dit souvent, tu sais, l'humain au centre. Et j'ai plein de coachs agiles qui sont venus me dire mais non, il ne faut pas parler de l'automatisation de coach agile, on ne peut pas tout automatiser, etc. Je disais faites attention parce que là tu es en train de me dire c'est le coach agile au centre. Mais je ne dis pas que c'est ce que tu as dit toi, hein, mais là c'est ça, donc il y a ce côté effectivement ça. Et juste une dernière petite chose, ça c'est pour répondre sur le côté automatisation. J'en ai parlé tout à l'heure au café là. Automatiser aussi pourquoi encore une fois, je disais, il y a peut-être une petite dégradation temporaire. Dans tous les métiers qui s'automatisent, il y a toujours une dégradation temporaire. Et puis après, ça redevient aussi bien que si c'était un humain qui le faisait. C'est au prix de... vous savez, nos métiers, nos expertises sont très chères. Si on automatise aussi, on peut le diffuser. Moi, mon rêve, ça serait... tout à l'heure, je parlais de Philippe Etchebest et de son restaurant. La métaphore, parce que j'aimerais bien écrire un article dessus et je pense qu'il y a une grosse métaphore entre les restaurants, les commandes, etc. Bah, finalement, c'est du Kanban. Enfin bref, avec un backlog, toutes les commandes, et puis en plus, on est sur du flux tiré. Bref, il y a toute une super métaphore à faire entre Kanban et le restaurant. Vous avez peut-être déjà pensé à ou pas. Bref, c'est un truc sympa. Et pourquoi je disais Philippe Etchebest? C'est parce que je suis bordelais, il habite à Bordeaux et en plus, son bureau est en dessous de notre agence. Et du coup, je le croise de temps en temps et j'aimerais bien faire un article là-dessus. Bref, je pensais à ça. Et je me disais, là, on intervient dans les métiers de l'IT. Encore une fois, alors, on ne parle pas de Lean, etc. Mais j'allais dire, oui, l'agilité, c'est pour le logiciel, le Lean, c'est pour l'industrie. Mais si demain, on fait ça, peut-être que ça va permettre de complètement péter les coûts de nos expertises parce qu'on l'automatise, donc c'est pas cher. Et peut-être qu'on peut avoir un restaurant qui fonctionnera en Kanban et qui sollicite un coach agile automatique qui peut se payer parce qu'il n'aurait pas pu se payer et pas y faire appel si c'était un consultant classique. Donc ça permet aussi une transmission et une diffusion qui ne serait pas possible, à mon sens, sans ça. Voilà, je vous laisse là-dessus et c'est fini. Merci beaucoup. J'avais une question, mais je vais la poser.